Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Échec pour le général Khalifa Haftar en Libye. Le chef de l'armée nationale libyenne a tenté de prendre le contrôle de Tripoli, la capitale, mais a été repoussé par des milices locales. Nous reviendrons sur la situation dans cette édition. Dans l'actualité également, la situation sécuritaire plus qu'inquiétante au Mali, suite à l'attaque du camp militaire de Dioura et l'attaque d'Ogossagou. Des milliers de Maliens sont descendus dans les rues afin de dénoncer l'insécurité. Et puis le Cameroun veut protéger l'industrie locale. Ainsi, une liste de produits interdits à l'importation pourrait bientôt être établie en collaboration avec les entreprises privées du pays. Mais tout d'abord, les célébrations se poursuivent au Rwanda à l'occasion de la commémoration des 50 ans du génocide. Une vingtaine de délégations étrangères, dont une dizaine de présidents et de premiers ministres, sont attendues ce dimanche. Au programme de ce 7 avril, le dépôt de gerbes au mémorial du génocide où 250 000 victimes sont enterrées. Un discours du président rwandais Paul Kagame est également prévu. L'offensive du général Khalifa Haftar, repoussée par une milice locale en Libye, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU réfléchit à un plan d'action. L'homme fort de l'Est libyen a décidé de lancer son opération baptisée Libérer Tripoli, qui visait à prendre le contrôle de la capitale. Retour sur la situation dans ce sujet de la rédaction. L'offensive du général Khalifa Haftar visant à prendre le contrôle de la capitale libyenne Tripoli a échoué. Baptisée Libérer Tripoli, l'opération menée par les combattants de l'armée nationale libyenne a été repoussée à 30 km de la capitale par la milice locale Zawiya. La force de protection de Tripoli, une coalition de milices de la capitale, a aussi affirmé s'être opposée au projet de l'ANL et avoir combattu contre les soldats du général Haftar. Ce n'est pas une décision qui peut porter long feu, mais c'est tout juste une position, une décision qui est née d'une volonté de savoir jusqu'où je peux aller avec une force dans le pays. Chacun se retrouve sur une portion de terre et qui se dit bon, je peux faire ça, et il tente le coup. Du côté de la communauté internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU réfléchit à un plan d'action. Plusieurs grandes puissances, dont la France et les États-Unis, ont appelé toutes les parties à faire baisser immédiatement la tension. On n'a pas vu une détermination active vraiment et qui soit sous-tendue par des moyens d'abord logistiques, par des moyens financiers, par quelques moyens que ce soit même politiques, comme volonté de la communauté internationale à vouloir aujourd'hui ramener la Libye sous un régime qui puisse être démocratique. Pour rappel, l'offensive du général Haftar intervient quelques jours avant la conférence nationale pour la réconciliation, prévue le 14 avril en Libye. La rencontre vise à apaiser les tensions et surtout à trouver un accord en vue de la tenue des élections dans le pays. Il n'y aura bientôt plus de Premier ministre dans le gouvernement sénégalais. C'est ce qu'a annoncé le président Macky Sall ce 6 avril. Ainsi, le chef de l'État envisage de renforcer le régime présidentiel et d'avoir un contrôle direct sur les politiques publiques. Mahammed Boun Abdallah est en charge de la période de transition en attendant que le projet de révision constitutionnelle soit soumis à l'Assemblée nationale pour la suppression du poste de Premier ministre. Dénoncer les violences communautaires qui sévissent au Mali, c'est l'objectif des centaines de milliers de Maliens qui ont répondu à l'appel de l'imam Mahmoud Dicko et du shérif de Nioro, Bouye Haïdara. Suite à l'attaque du camp militaire de Dioura et l'attaque d'Ogossagou, les marcheurs ont dénoncé la gouvernance sécuritaire au centre et au nord du pays. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Les récentes attaques de Dioura le 18 mars ayant causé 23 militaires tués et celle d'Ogossagou avec 157 civils tués dans la région de Mopti ont suscité l'émoi au sein de la population malienne. C'est pour dénoncer cette tuerie que l'imam Mahmoud Dicko et le shérif de Nioro ont appelé les Maliens à une marche ce vendredi. Nous sommes sortis démocratiquement, pacifiquement pour dire non à la guerre civile, non à la mauvaise gouvernance et nous voulons que le Mali soit respecté par nos voisins, par la communauté internationale qui sont censés venir nous aider et non venir nous dicter ce que veulent certaines communautés internationales. Hommes politiques, leaders religieux et de la société civile, ils étaient des milliers dans les rues de Bamako. Et certains manifestants dénoncent même la présence des forces étrangères dans le pays. Il y a un fort besoin de dialogue, mais il y a également que tous ensemble, nous nous levions pour condamner les massacres horribles qui sont perpétrés sur le sol du Mali.
Dieu a fait que je sois là aujourd'hui pour suivre cet événement. Les Maliens et le Mali en ont assez de ce qui se passe au Mali. Et nous, on est là, on tue nos enfants, on tue nos parents, on tue les femmes enceintes. Le Mali, soi-disant, est protégé par la Barkhane. Qu'est-ce qu'il fout? Au lendemain de la tuerie d'Ogosagou, le gouvernement a prononcé le 24 mars la dissolution de l'association d'Anna Amassagou, lui reprochant de s'être écarté de ses objectifs initiaux. Il a par ailleurs remplacé les principaux chefs d'état-major de l'armée. Le secteur minier en République démocratique du Congo se porte bien. Dans un communiqué publié par les autorités locales, les chiffres dévoilent une activité en hausse constante tout au long de l'année 2018 par rapport à 2017. Ainsi, le gouvernement a annoncé 1,57 milliard de dollars de recettes en termes d'impôts directs et indirects, de droits de douane issus de ce secteur. Les précisions avec Nelly-Claude Ebessa. Les recettes enregistrées par le secteur minier de la République démocratique du Congo en 2018 traduisent le dynamisme que connaît ce secteur depuis janvier 2018. Le gouvernement congolais a perçu un montant de 1,57 milliard de dollars généré par ce secteur d'activité, soit une croissance de 91% par rapport aux revenus enregistrés en 2017. Déjà, les productions de cuivre, cobalt et or étaient respectivement estimées à 597 249 tonnes, 52 491 tonnes et 17 948 tonnes au premier semestre 2018. Cette courbe haussière a commencé à être observée à la fin du premier semestre 2018, lorsque on a noté que 52 500 tonnes ont été exportées vers les marchés internationaux contre seulement 39 500 tonnes en 2017. C'était déjà sur cette période-là une hausse de 32,8%. Malgré la révision en 2018 du code minier de 2002, qui n'a pas fait l'unanimité entre l'État et les compagnies minières, l'industrie minière est restée dynamique. La production de cuivre a augmenté au cours de l'année, atteignant 1,2 million de tonnes. Celle de cobalt était également en hausse, totalisant 106 439 tonnes, alors que celle d'or a augmenté de 22,6% à 28 539 kg. Le nouveau code minier est venu augmenter les taxes et impôts qui ont été collectés sur le secteur minier. Et je pense qu'il y a là un effet positif que l'on doit au nouveau code minier congolais. Premier producteur de cuivre en Afrique, la République démocratique du Congo est également leader mondial de la production de cobalt, une matière première stratégique pour l'industrie automobile. Des produits bientôt interdits à l'importation au Cameroun. Le gouvernement consulte différentes entreprises du secteur privé afin d'établir une liste officielle d'articles qui ne seront plus importés. Une décision qui vise à favoriser le développement des entreprises locales. Des précisions avec Corinne Camseux. Le Cameroun prévoit d'interdire plusieurs produits d'importation. Pour ce faire, le ministère du Commerce est actuellement en concertation avec le secteur privé à travers le groupement interpatronal pour dresser la liste de ces produits. Cette mesure vise prioritairement à booster et protéger l'industrie locale. Selon les experts, le secteur agroalimentaire pourrait être le plus touché au regard des potentialités locales de la filière. Sur 3 ans avant mars 2018, le ministère du Commerce s'est rendu compte que nous avons importé rien qu'en produits alimentaires, c'est-à-dire ce qu'on mange, l'équivalent de 9 648 milliards de francs CFA. Alors que dans le même temps, il existe une centaine de programmes de développement autour de l'agriculture, autour de l'élevage, autour des pêches. D'après les experts, cependant, la réussite de cette mesure restrictive dépendra surtout de l'efficacité du secteur privé. Or, pour l'heure, de nombreuses contraintes ralentissent l'essor d'une véritable économie soutenue par une productivité conséquente. Du fait qu'on a un secteur privé qui est un tout petit peu faible, on a une administration qui n'est pas extrêmement pertinente en termes d'incitation de marché. Si vous voulez lancer un outil de production et que vous devez passer par des procédures totalement insensées, personne n'a envie de perdre du temps et de l'argent. Pour accompagner cette mesure, le gouvernement camerounais annonce la mise en place au ministère des Finances d'instruments fiscaux appropriés pour favoriser la production locale et freiner les importations non indispensables. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.